Bonjour à tous, vous êtes dans la troisième partie de la vidéo consacrée à mon expérience cétogène. Ici, je vous présente les avantages et les inconvénients ressentis dans cette expérience-là, expérience personnelle. Donc tout ce que je vais dire ici ne doit pas être bien sûr généralisé, mais vous pouvez en tenir compte car ce sont des choses que ressentent et vivent certaines personnes en cétogène. Belle écoute à vous. On va voir les conséquences du point précédent de la notion d'insuline et de glycémie. Alors, quelque chose qui est trompeur en, cétogène, je me suis aperçu, c'est quand on vous oblige, quand on vous invite à prendre votre glycémie, matin. Alors la glycémie à jeun le matin est un marqueur qui est pas des plus adaptés, des plus aisés pour bien vérifier votre, métabolisme glycémique justement. Vous pouvez avoir une glycémie qui tourne autour de 0,9 à 1, on va vous dire que c'est trop élevé en cétogène, mais vous pouvez avoir en même temps une insuline qui est très basse. Donc un HOMA, un rapport entre les 2 qui est très intéressant et qui est bon. Ma femme, c'était son cas. Elle avait 0,9 de glycémie le matin, des fois, et puis 2,4. Moi, j'étais à 0,85 pour une insuline autour de 3. Mais ça ne veut pas dire que vous avez de la résistance à l'insuline, même si des fois vous êtes à 1 de glycémie. La glycémie à jeun peut être un piège, car elle dépend beaucoup du taux de cortisol. Or, il est normal que le matin, elle monte, hein. C'est le phénomène de l'aube. Vous libérez du cortisol, du glucagon, qui est un libérateur de glucose dans le sang. Et c'est normal d'avoir donc des taux de glycémie élevés. Donc attention à tous ces paramètres, à ces mesures qui peuvent être stressantes et vous dire: «Ah, je suis plus en cétose, j'ai mon taux de glycémie qui est trop élevé», et cetera. Non, il s'agit de mesures, de petits repères. Il ne faut pas faire ça systématiquement, vous allez vous stresser pour rien. Et si en plus vous êtes de tempérament un peu surrénalien, à avoir beaucoup d'énergie au réveil, vous allez libérer beaucoup de ces hormones de stress et avoir des taux de glycémie qui montent naturellement. Donc il est normal le matin d'avoir une dérivation de l'énergie, nerveuse vers le muscle, vers le cerveau pour vous rendre actif, hein. Vous savez que c'est le moment où l'homme partait à la chasse, hein, on est des êtres diurnes, où il fallait avoir de l'énergie dans le sang, dans le muscle, dans le cerveau, et votre énergie, elle est dérivée vers du système digestif et des émonctoires qui ont travaillé pendant la nuit vers les systèmes de l'activité. C'est pour ça que le jeûne intermittent le matin, je ne vais pas le répéter, est intéressant puisque vous ne faites pas obstruction en digérant à cet apport d'énergie vers vos muscles et vers votre cerveau. Et même avec des cétones, vous pouvez avoir des libérations de glucose dans votre sang, hein. Ça n'est pas du tout inadéquat. Bien au contraire, c'est même un outil pour être efficace dans notre fonctionnement quotidien. Bien sûr, pas que les taux dépassent 0,99, et cetera, hein, voilà. Donc la glycémie, n'oubliez pas, est un indicateur très volatile. Il vaut mieux mesurer vos corps cétoniques tout au long de la journée, voir comment ils évoluent, et puis tenir compte du fait qu'il y ait des stress, de l'exercice physique, un réveil brusque, une mauvaise nuit. Tout ça va faire varier vos taux de glycémie beaucoup trop facilement pour que ce soit un indicateur précis. Alors sur le plan maintenant hormonal, qu'est-ce que j'ai vécu? Quels ont été mes taux au niveau thyroïde, testostérone? Alors, une autre adaptation particulière qu'on observe en cétogène, c'est, parfois, je dis bien parfois, une baisse de l'activité thyroïdienne. Malgré l'augmentation des calories que je me suis imposée, malgré le fait que j'ai continué de faire de l'exercice physique, malgré le fait que j'ai beaucoup moins jeûné de façon intermittente que d'habitude, ma TSH pardon, hein, l'hormone qui provient donc de l'hypophyse, est passée de 2,4 à 4 unités internationales. Ça veut dire que mon fonctionnement thyroïdien a diminué, d'accord? Mes cheveux à ce moment-là se sont affinés, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de cétogène, ce qui est apparu, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai eu des cheveux qui sont devenus plus fins et qui sont tombés rapidement. Alors, je me suis renseigné, Salomé m'a parlé d'effluvium télogène, donc et cetera, hein. On vous explique en fait que c'est un renouvellement des cheveux qui, passe par une phase où ils doivent s'adapter au changement de carburant, hein, du glucose vers les corps cétoniques, et donc dans cette phase-là, il se peut qu'il y ait cette perte avec ce renouvellement derrière où les cheveux vont repousser de mieux en mieux. Donc j'ai attendu ce renouvellement-là, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, ben, j'ai toujours les cheveux relativement fins, beaucoup plus fins qu'au début de mon expérience. Mais paradoxalement, à côté de ça,
mes ongles poussent très bien, parce que si on vous dit que c'est une adaptation de vos fanères à une modification du carburant, eh bien les fanères, les poils, les ongles devraient subir le même sort. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et je ne peux pas ensuite généraliser ça, puisqu'en cétogène, il y a des personnes qui ont des très beaux cheveux, même plus beaux qu'avant. C'était même le cas de ma femme, hein, où ils étaient un petit peu moins secs et plus épais. Voilà, et puis il y en a d'autres personnes que vous connaissez autour de vous qui ont ça. Mais attention, le fait d'avoir une chute de l'activité thyroïdienne est aussi une réalité. Et c'est un phénomène que l'on observe et qui n'est pas isolé. Regardez ces études-là, c'est même un phénomène qui est très bien compris par la science. Vous avez dans cette étude, on a surveillé des enfants épileptiques qui étaient en régime cétogène et sous ce régime-là, on s'aperçoit qu'ils ont un dysfonctionnement thyroïdien et la nécessité d'une administration d'L-thyroxine parallèlement à ce régime. Alors bien sûr, il s'agit d'enfants malades au départ, qui sont dans un régime cétogène très strict, quasiment sans glucides, et qui donc ne montrent pas de généralisation à faire, hein. Par contre, dans cette autre étude, ici, vous voyez, on a quand même une diminution dans un régime sans glucides ici, avec donc un cétogène particulier, que ce régime sans glucides peut favoriser un catabolisme protéique, hein, c'est ce qui est noté, avec une diminution aussi des taux de T3, qui est l'hormone thyroïdienne active. Et dans un certain contexte qu'il faut bien sûr identifier, on s'aperçoit que les glucides peuvent jouer un rôle dans le maintien de l'activité thyroïdienne et du métabolisme basal, hein, la meilleure tolérance au froid, une diminution de la frilosité. Sans glucides, on peut avoir une baisse de l'activité thyroïdienne, une transformation de T3 en T4, de T4 en T3, pardon, et une hausse, hein, de la TSH, comme ça a pu être mon cas. Peut-être que j'ai besoin, moi, d'un apport glucidique supérieur par rapport à d'autres qui sont hyper bien adaptés en cétogène, en restant à des taux inférieurs à 20 grammes par jour de glucides. Je ne dis pas donc qu'il s'agit d'une généralisation là, puisque ça ne se constate pas chez tout le monde. Ulrich Génisson, il a une thyroïde qui est très écrasée, mais lui, il est dans un régime type Atkins avec énormément d'apports protéiques, avec une néoglucogénèse très importante, hein. Ce n'est pas un cétogène classique. Donc peut-être que si vous n'avez pas assez de glucides, peut-être qu'une augmentation des apports en protéines et une néoglucogénèse plus importante pourrait compenser. Mais pourquoi pas plus de glucides si du moment que vous ne sortez pas de cétose, pourquoi pas? Donc, autre aspect important concernant les glucides autour de l'entraînement physique, c'est qu'ils peuvent avoir, en résumé, donc une activité sur la récupération, sur l'immunité, faire chuter le cortisol et améliorer l'activité de la thyroïde. C'est un point de vue. Je ne parle pas ici du tout de généraliser cela, c'est du moins ce que moi je ressors de cette expérience-là. Donc, en conclusion, sur les apports de glucides en cétogène, mon point de vue aujourd'hui, c'est que les glucides sont peut-être un peu plus importants qu'on ne le croit, dans des taux très respectables et beaucoup plus bas que ce que l'alimentation occidentale nous propose. Euh, Nos besoins en cétogène peuvent être variables. Pour certains, ce sera 20 grammes, pour d'autres, peut-être 50 grammes, jusqu'à 80 grammes, peut-être pour certains qui sont très actifs. Mais tout ça n'est qu'une hypothèse, surtout celle dans le maintien de l'activité thyroïdienne, hein. Alors, la question, c'est la dernière question, une des dernières et importantes questions qui se posent en régime cétogène, c'est pourquoi, sachant que le corps continue de fonctionner, certaines cellules de notre corps continuent d'avoir besoin de glucides. On a à peu près, je sais pas moi, 15 grammes minimum de consommation par jour dans le cerveau, nos globules rouges en consomment, certaines cellules surrénaliennes en consomment, etc. Et au niveau rénal. Donc l'idée, c'est que nous avons peut-être besoin de 50, 60, 80 grammes de glucose par jour pour ce qu'on appelle des cellules glucodépendantes. Bien sûr, la plupart fonctionnent avec les cétones, de façon très adaptée, avec beaucoup moins d'oxydation, beaucoup plus d'énergie, etc., ce que vous voulez. Mais ces 60 grammes de glucose dont on a vraiment besoin, pourquoi on ne les apporterait pas à notre corps, sachant qu'ils ne nous feraient pas vraiment sortir de cétose, sauf chez certains d'entre nous peut-être, et que nous en avons besoin, plutôt que le corps aille les chercher dans nos protéines et les convertisse à travers une néoglucogénèse en glucose. Donc, je me pose cette question-là et je me dis, mais
sachant qu'on a besoin d'un minimum de glucose pour vivre, pourquoi on ne les apporterait pas par l'alimentation et on n'obligerait pas comme ça notre corps à faire des transformations dans le foie, à faire travailler notre corps inutilement. Voilà, sachant que ça ne nous fait pas forcément sortir de cétose. Alors, toujours sur le plan hormonal, une autre conclusion importante, c'est sur le rapport testostérone-cortisol. Surtout quand on est sportif et en vieillissant, hein, et on pense aussi à maintenir ces taux de testostérone plus élevés sans avoir d'impact sur le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est catabolytique, qui fait perdre de la vitalité. Alors, on s'aperçoit qu'il existe un, des études qui ont montré l'influence des glucides, l'apport de glucides, dans ce rapport testostérone-cortisol, testostérone libre, pardon, cortisol, chez des athlètes. Donc, on n'est pas dans des athlètes qui ont fait du régime cétogène, bien qu'il y avait un groupe qui avait une alimentation très grasse, protéinée, très peu riche en glucides, et une autre qui avait les mêmes entraînements physiques, mais avec une alimentation, avec des apports de glucides plus importants. Et ceux qui avaient ces régimes avec des apports de glucides, un plus important, ont vu moins de baisse de la testostérone libre par rapport au cortisol. Mais ce n'est pas un comparatif exact avec un cétogène bien conduit. Pour ceux qui souhaitent faire de l'entraînement physique, qui font de l'entraînement physique plutôt intense, type HIIT, musculation, voire même peut-être endurance, mais à répéter avec des intensités élevées, l'intérêt n'est pas d'avoir des taux de cortisol élevés, hein, et des taux de testostérone qui diminuent. Donc peut-être qu'un apport de glucides un peu supplémentaire pourrait être intéressant pour maintenir ces taux de testostérone élevés, maintenir une bonne masse musculaire et éviter d'avoir donc une perte de vitalité ou un catabolisme accéléré. Je parle bien sûr dans un contexte de sportif de haut niveau, d'intensité élevée de pratique et d'un régime qui apporterait un minimum de glucides pour aller dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas eu de problème sur les analyses, c'est-à-dire que je n'ai pas mesuré mon taux de cortisol, mais mon taux de testostérone libre est resté dans une norme très correcte et mon taux de testostérone non libre était au-dessus de la norme. Donc, je n'ai pas eu de baisse de libido, je n'ai pas eu de baisse de masse musculaire, hein, voilà. Par contre, j'ai eu une baisse de la force physique et de ma capacité à m'entraîner avec plus d'intensité que je ne faisais avant. C'est-à-dire pas plus, mais je n'arrivais pas à avoir la même intensité de travail physique qu'avant. Donc, une baisse vraiment de la force physique, hein, clairement. Je suis passé, pour vous expliquer au niveau de mes performances, pour ceux qui voilà, veulent savoir plus, de 6 répétitions à 75 en développé couché lorsque j'étais en cétogène, hein, donc une petite baisse par rapport à ce que je faisais avant, autour de 6 fois 80-82. Puis, par contre, à la reprise après le cétogène, avec une reprise de glucides, quelques semaines après, j'ai fait 6 fois 85. C'est-à-dire qu'entre ma période la plus faste en cétogène et après la reprise, au bout d'un mois de reprise glucidique, j'avais quand même un différentiel de plus de 15 au niveau de ma force. Donc, je pense que le glycogène, le sucre, a quelque chose à voir quand même avec l'explosivité, avec la force physique. On n'a pas du tout les mêmes ratios, rapports avec les différentiels en endurance, hein, puisque vous avez plein de personnes qui font des activités d'endurance et qui n'ont pas cette baisse-là. Mais attention, il y a des personnes qui font aussi de la force explosive et qui n'ont pas cette baisse-là. Un autre aspect de l'alimentation cétogène, c'est son effet anti-inflammatoire. Et là, je vais parler plutôt des côtés positifs, des effets salutaires du régime cétogène. Alors, c'est un effet anti-inflammatoire qui est très connu du régime cétogène, puisque les corps cétoniques ont cette vertu d'avoir des propriétés anti-inflammatoires. Mais attention, tous les régimes cétogènes n'ont pas des effets anti-inflammatoires. C'est-à-dire que si vous faites un cétogène, entre guillemets, «sale», comme certains l'appellent, riche en particulier en, consommation d'oléagineux, farine d'oléagineux, consommation de graines, donc d'aliments très riches en lectine,
Il existe de nombreuses recettes qu'on vous propose en cétogène autour de ça, à base de farine d'amande, de lin, de coco, de noisettes, de chia, et cetera. Des tartes, des pains, des desserts, et cetera. Et ces desserts-là, ces plats-là, sont vraiment des bombes inflammatoires. Ce sont des concentrés de molécules toxiques qui contiennent à la fois des antinutriments, des poisons végétaux, hein, vous savez, les fameux acides phytiques, lectines, et cetera, qui créent des inflammations d'abord au niveau intestinal, puis au niveau du système nerveux, puis au niveau sur le plan articulaire. Donc méfiez-vous de ce type de cétogène, méfiez-vous des noix, des oléagineux, en quantité excessive, bien sûr. Et il y a des gens qui les tolèrent plus ou moins bien. Donc, le cétogène bien fait, par contre, avec une alimentation riche en produits animaux, peut-être pas excessivement en laitage, qui peuvent être pro-inflammatoires pour certaines personnes, diminuer en oméga 6, en graisses polyinsaturées, toute cette diminution-là va avoir des effets sur la cétone et ces corps cétoniques ont des effets salutaires à la fois pour les articulations, etc., mais aussi pour les troubles intestinaux, puisque vous baissez les apports de végétaux pro-inflammatoires. Et c'est vraiment un cétogène bien fait, a des effets vraiment sur la porosité intestinale, la maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, simplement des spasmes digestifs, ballonnements, SIBO, etc. Donc toute la sphère digestive est largement améliorée. C'est quelque chose qui est vu chez 100% des personnes qui conduisent un cétogène correct, en adaptant bien sûr les apports en graisse en fonction de votre capacité à digérer ces graisses, hein, bien sûr, au début. Voilà. Donc sur ce plan-là, vraiment que du positif et pour moi, ventre plat, jamais de ballonnement, jamais de gaz, une un bien-être digestif et sur le plan de la stabilité énergétique, le top. Donc ça, c'est vraiment l'autre point le plus intéressant quand vous faites du cétogène. On a tendance, bien sûr, à avoir une satiété plus élevée. Donc on ne fait pas plein de petits repas. On n'a pas tout le temps faim comme quand on est dans un régime basé sur les fruits, sur les glucides, où on a tout le temps faim, on n'est jamais rassasié. Là, en consommant des bonnes protéines avec des bonnes graisses, la satiété est top, les taux de la leptine sont optimum, la sensation d'énergie sur la journée, les digestions sont hyper rapides, on n'est pas plombé, l'énergie, les taux d'insuline, de glucides, etc. restent stabilisés toute la journée. Donc vous êtes parfait toute la journée, concentration au top, les corps cétoniques agissent au niveau du cerveau, vous avez une concentration intellectuelle qui est géniale. Donc tout ça, on le constate que vraiment quand on jeûne longtemps ou quand on est en état de cétogène depuis un petit moment en étant bien céto-adapté. Et bien sûr, quand vous n'apportez pas trop de lectine, d'acide phytique, de céréales, de légumineuses en excès, vous n'avez pas les inconvénients au niveau intestinal. Bien sûr, attention, il existe différents types de cétogènes, il faut être prudent. Voilà, j'ai fini avec ce bilan d'expérience. Les grandes lignes, je vous les ai données, mais il me reste maintenant à vous dire quels sont les ajustements que je mettrais en place si je devais refaire un cétogène, en sachant tout ce que je sais aujourd'hui et sachant que j'ai mis en place aujourd'hui un low carb dont je vous parlerai aussi la prochaine fois avec des adaptations particulières pour rester bien efficace sportivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que pouvez aller encore plus loin dans la compréhension du métabolisme à travers mes formations que je vais mettre en ligne maintenant, que vous pouvez vous procurer en me contactant sur alsacenaturo.com, mon mail jbnaturo@orange.fr. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à mettre vos expériences sur les commentaires, à critiquer aussi peut-être ce que j'ai vécu, mais n'allez pas me dire tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, mettre plus de minéraux, mettre plus de ceci, cela. J'ai tout essayé, j'ai fait au mieux, j'ai fait mon expérience et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de mon point de vue. Bien sûr que tous les cétogènes ne sont pas vécus de la même façon et n'apporteront pas du tout les mêmes bienfaits ou inconvénients à tout le monde. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de m'encourager. À très bientôt.